Veille de célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la communauté musulmane se mobilise. Des cérémonies de prêche et de prière sont organisées partout à travers tout le pays. Encore une fois, quel sens donner à l'événement? Notre équipe de reportage a sillonné quelques endroits de Bamako. La chronique santé de ce soir ouvre une fenêtre sur l'anémie nutritionnelle ou le manque de fer. Et 80% des enfants de 0 à 5 ans ont ce problème. Nous sommes lundi 13 janvier, veille de fête de Maouloud ou célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Suite des échos de la visite du président de la République en Mauritanie, il est temps que nos compatriotes réfugiés dans la sous-région reviennent au Mali. C'est à cela que travaille le gouvernement. C'est une volonté du président de la République. La question était au centre d'une rencontre entre les ministres chargés du dossier et des représentants des réfugiés en Mauritanie. Envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Dembawan Ibrahima à Koulibaly. Le septentrion malien retrouve la paix et la stabilité. L'heure est à la reconstruction et à la réconciliation nationale. Pour cela, le pays a besoin de tous ses fils, notamment des Maliens réfugiés dans la sous-région. En visite d'État en Mauritanie, le président de la République a convenu avec son homologue l'organisation rapide du retour de ses compatriotes réfugiés dans ce pays. Pour accélérer les choses, les membres du gouvernement en charge de la question ont longuement échangé avec les représentants des réfugiés. Ces derniers ont saisi cette opportunité pour présenter aux autorités nationales leurs préoccupations. À quand le retour de Kidal dans le giron national et sous le contrôle du gouvernement? À quand la mise en place de la commission dialogue, vérité et réconciliation? Car nous attendons beaucoup de cette commission, notamment l'analyse et le traitement des crimes commis dans le nord de notre pays, ainsi que les graves violations des droits de l'homme. À quand l'arrêt des interpellations gratuites d'innocentes personnes dont le seul tort aura été de vouloir récupérer leur boutique, squatter ou réclamer leur crédit, réclamer leur terre occupée par des tierces personnes. Aujourd'hui, Excellence, bien téméraire, et celui-là qui, arabe ou tamashek, tenterait de pointer le nez dans une irréelle de l'éré. On nous dit qu'il y a la paix au Mali et que l'on peut y retourner. Mais beaucoup n'ont plus de moyens de retour, ni de logement, car la plupart ont été détruits. Et surtout, beaucoup n'ont plus d'espoir en un pays où ils se sentent en transit. Ils s'installent, se sentent chez eux, et dès qu'un conflit apparaît, ils doivent encore s'exiler. Sur une feuille jointe, nous vous présentons nos doléances. Monsieur le Président, nous avons voté pour vous et avons conscience que vos prédécesseurs vous ont laissé en héritage un dossier abyssal. Mais notre seul espoir est que vous ferez à nouveau renaître la devise du Mali dans tous les cœurs. Un peuple, un but, une foi. Pour l'instant, le gouvernement encourage le retour volontaire. Les ministres présents à la rencontre ont tenu à rassurer leurs compatriotes de toute leur disponibilité pour faciliter le retour de chacun dans de bonnes conditions. Il n'y a aucune ambiguïté que nul ne sera au-dessus de la loi. Il y a des magistrats qui sont aujourd'hui en prison. Je pense qu'il ne peut pas y avoir une plus grande expression de la volonté forte du président de la République de faire en sorte que la justice triomphe désormais au Mali. Le président a demandé, et c'est ce qui a été fait, que ça devienne commission vérité, justice et réconciliation. Il a tenu à ce qu'on ajoute le mot justice. Il ne peut pas y avoir de réconciliation nationale tant que l'injustice règne dans le pays. Et nous ferons en sorte que l'injustice cesse de régner en quelques endroits du territoire malien. Je pense que nous nous sommes compris, nous avons les contacts, on vous demande de rester en contact avec nous, avec l'ambassade, et nous ferons en sorte que l'ensemble des questions qui sont posées puissent trouver une solution. Cela ne sera pas fait du jour au lendemain, mais je peux vous assurer d'une chose, nous avons, nous, la volonté, la détermination inébranlable de trouver des solutions aux problèmes du Mali. Et Inch'Allah, nous trouverons des solutions aux problèmes du Mali. Nous sommes en train de conduire ces différentes actions aujourd'hui, mais nous ne pouvons rien faire sur le territoire mauritanien
avant d'avoir eu un consensus et un accord avec les autorités mauritaniennes. C'est ce processus qui fait que vous n'avez pas jusque-là notre administration sur place pour prendre contact avec vous et puis voir concrètement comment on peut aller. Mais nous avons reçu des instructions très fermes, il faut le faire le plus vite possible. Le pays ne peut pas considérer qu'il est sorti de crise tant que ses fils sont encore hors du territoire national. La sortie de crise, c'est quand on sera tous à l'intérieur du pays et qu'ensemble, on aura conduit maintenant la relance des activités. Nous avons décidé et nous avons convenu que tout ce qui a été fait est bien, mais qu'il est urgent entre les deux pays qu'on se mette ensemble pour mettre en application la volonté politique exprimée par les deux chefs d'État. Il s'agit de faire en sorte que les Maliens qui sont installés ici et qui veulent rentrer au Mali, qu'ils puissent rentrer dans les meilleurs délais possibles et dans les meilleures conditions possibles. Nous n'allons pas attendre des formalités ou des protocoles qui ne sont pas nécessaires pour que les Maliens qui veulent rentrer puissent rentrer. Donc, soyez rassurés sur ce point. Il ne faut pas attendre. Le Mali, c'est notre pays à nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui a plus de droits qu'un autre là-dedans. Et quand on va avec cette approche, on ne doit pas attendre pour retourner chez soi. Qu'on prépare des choses, il faut aller voir, il n'y a pas de problème réellement. Regardez les assises du Nord. Tout le monde est venu à Bamako. Pourtant, il y avait des gens qui disaient aux gens, vous ne pouvez pas aller à Bamako. Pourtant, les gens étaient là-bas. La salle était remplie de tous les Maliens, du Nord, du Sud. Et personne n'a été inquiété. Je crois qu'il faut oser. Ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rentrer et de participer à la reconstruction. Parce que quand tu viens, tu peux mettre ta maison en ordre, vous pourrez parler à l'administration locale et le gouvernement, tout ce qu'il a, il met la priorité pour le retour des gens. Et ça, c'est le conseil que je vais vous donner. Et n'écoutez personne, écoutez vos cœurs vous-même, venez juger la situation et vous verrez qu'elle est beaucoup plus positive que ce que les gens vous racontent. Plusieurs dizaines de Maliens sont toujours réfugiés en Mauritanie, au Niger et au Burkina Faso. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour que ces Maliens regagnent très vite leur patrie. À l'initiative des présidents maliens et mauritaniens, les notables et religieux des deux pays se sont rencontrés à Nouakchott. Les échanges ont essentiellement porté sur la culture de la paix et de la cohésion sociale. Ils ont saisi cette opportunité pour réitérer leur soutien aux deux chefs d'État. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Paix, stabilité, réconciliation, fraternité, bref, des discours sages et échanges fructueux ont marqué cette rencontre entre notables et oulémas maliens et mauritaniens. Les deux pays partagent quasiment les mêmes peuples et la même histoire. C'est pourquoi ces personnalités coutumières et religieuses entendent se donner la main pour cultiver davantage la cohésion sociale existant entre le Mali et la Mauritanie. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de mener ensemble une série d'activités. En tant que religieux, j'ai accompagné les sages et les notabilités de Bamako. On a eu à échanger avec les notabilités de la Mauritanie, précisément de Nouakchott. Et on est sorti avec beaucoup de satisfaction parce qu'on a eu ce qu'on ne pensait pas. Et Inch'Allah, avec les jours qui viennent, les échos seront entendus par tout le monde, tous les Maliens. Et dans le cadre de la formation, et dans le cadre des bourses pour les études dans les écoles coraniques, les écoles médersa, et la formation des associations islamiques, et en global, l'islam paisible, un islam basé sur la tolérance. Ce cadre de concertation est une volonté politique des présidents maliens Ibrahim Boubacar Keïta et mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Le but est de conforter la coopération entre les deux pays. Les notables et les oulémas ont réitéré leur soutien et engagement à accompagner les deux chefs d'État pour le bonheur des populations.
Nous sommes toujours avec cette visite du président de la République en Mauritanie. Une forte délégation du secteur privé était de la visite d'État du président de la République en Mauritanie. L'initiative a été saluée par les opérateurs économiques. Le corridor Bamako-Nouakchott, qui sera bientôt très fluide, améliorera l'environnement des affaires. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux. Ce voyage a été aussi pour nous, secteur privé, de revoir tous les points d'accord sur le corridor Bamako-Nouakchott. Et je vous dis, tout a été revu. Inch'Allah, dans les prochains jours, dans les prochains mois, le corridor Nouakchott-Bamako sera un corridor viable pour les opérateurs économiques maliens. Nous avons créé un comité d'affaires privé d'hommes d'affaires mauritaniens et maliens. Et nous avons signé cet accord-là. Donc ce comité va suivre tous ces accords-là rapidement. Extrêmement intéressant. Nous avons pu rencontrer un patronat, partie mauritanienne, extrêmement dynamique, extrêmement imaginatif. Et le but de la mission était de parler du corridor principalement, parce qu'il ne peut pas y avoir d'échange entre nos secteurs privés tant que le corridor n'est pas ouvert. Donc les préalables ont été posés et je pense qu'on est en bonne voie. Cela sera très important dans notre politique de développement régional. Comme chez nous, ils ont un secteur des transports très dynamique. Malheureusement, le fait que ce pays ne soit pas partie prenante des accords le Lyomois et la CEDEAO fait qu'il ne peut pas être dans notre système de transit routier inter-État sans pour autant être partie prenante de ce outil douanier. Nous avons pensé mettre quelque chose dans l'analogue qui puisse améliorer l'environnement des affaires et, comme je l'ai dit, la fluidité du transport. Pour nous, les chargeurs, c'est un autre corridor qui s'ouvre. Pour un pays enclavé, cela est une solution de plus pour le Mali. Et je dirais aussi que j'ai vu aussi à Mauritanie une volonté politique. En 48 heures, ce que nous avons réalisé, c'est ce que nous faisons en plusieurs mois ailleurs. Pour vous donner des exemples. Aujourd'hui, le port de Mauritanie nous dit, nous vous faisons des concessions, nous vous faisons des conditions inouïes. Quelles sont les conditions que vous avez ailleurs? Nous vous faisons mieux. Un premier point. Deuxième point, nous savons qu'il y a une distance, il y a un gain de distance. Troisième point, nous savons qu'ils sont prêts aujourd'hui à nous faire un port sec à Gogi pour nous permettre d'avoir un ravitaillement beaucoup plus accéléré au niveau de nos populations, mais aussi de créer de l'emploi dans cette zone-là qui peut être un pôle économique pour tout le nord malien. Et aussi, nous avons cette autre possibilité d'agrandir aussi nos entrepôts, de pouvoir aussi donc nous installer là-bas et faire de l'exportation à partir de la Mauritanie, dans des conditions les plus intéressantes. Je pense qu'à ce niveau-là, nous avons eu des dialogues et des échanges avec nos partenaires et opérateurs économiques mauritaniens, ainsi que le secteur financier et bancaire de la Mauritanie, afin de mener une réflexion très approfondie, comment assurer la fluidité, n'est-ce pas, des échanges entre la Mauritanie et le Mali à travers l'ensemble de ces secteurs prioritaires, et quel accompagnement, quel appui le secteur financier et bancaire peut apporter, n'est-ce pas, à ces opérateurs économiques afin de rendre tout cela opérationnel dans un très proche avenir. L'axe Bamako et chose comme Nouakchott était devenu pratiquement, si j'ose dire comme ça, impraticable à cause du nombre très élevé des postes de contrôle et la façon de contrôler les véhicules et les perceptions illicites sur le corridor qui ont fait que beaucoup de gens ont abandonné le corridor. Donc cette visite est la bienvenue, il le fallait. C'était beaucoup attendu par les transporteurs et notamment, principalement les transporteurs. Aujourd'hui, je crois qu'avec cette visite, nous allons encore redynamiser, revitaliser encore le corridor et Bamako-Nouakchott. Elle était de la visite. Je voudrais parler de l'épouse du président de la République, Madame Keïta Aminata Meiga, a mené une série d'activités, parmi lesquelles une visite dans une école pour déficients visuels des sourds muets. La première dame s'est aussi rendue dans un centre commercial construit par des femmes. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. L'épouse du
président de la République, en compagnie de la ministre mauritanienne des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, visite l'école des aveugles, sourds et muets à Nouakchott. Dans cet établissement créé en 1984, outre l'enseignement classique, des cours sont dispensés, entre autres dans les ateliers de menuiserie, de peinture et d'informatique. Cette école accueille plusieurs dizaines de jeunes. Beaucoup d'enseignants ont été formés par des Maliens, illustration de la bonne relation entre le Mali et la Mauritanie. Ce serait bien encore que cette coopération continue et que ces enseignants, s'ils ne partaient pas au Mali, qu'on envoie des enseignants du Mali ici pour continuer cette coopération. C'est avec beaucoup de plaisir, mais aussi beaucoup d'émotion que je vais faire une modeste donation à votre école, que j'ai trouvée modeste mais belle. Belle parce qu'elle est propre. Moi j'ai une petite ONG, Agir pour l'environnement et la qualité de vie. Je m'occupe également de l'Académie olympique au Mali, donc j'enseigne les valeurs olympiques qui doivent normalement faire des enfants une population citoyenne, et de voir cet engagement non seulement de la part des enfants, parce qu'on les sent qui veulent apprendre mais qui sont heureux d'apprendre, de voir les enseignants qui sont aussi heureux d'enseigner, de voir les parents d'élèves qui n'abandonnent pas, de voir l'engagement des autorités. Je crois que ce sera le clou de mon séjour, en tout cas en terre sœur, chez moi en Mauritanie, parce que je crois que la Mauritanie et le Mali, c'est le même pays, c'est le même peuple. Donc je voudrais ici en tout cas dire merci à tous pour votre disponibilité et vous encourager encore, parce que on ne demande pas, on ne cherche pas l'handicap. C'est Dieu qui donne, Dieu donne la vie, il la reprend, comme on dit, il éprouve tous les jours notre foi. Et de voir que ces enfants sont beaux, bien portants et qui veulent apprendre et qui montrent que l'handicap n'est rien et que ce n'est pas une fin en soi, c'est très très important. Je remercie aujourd'hui Dieu de m'avoir donné cette occasion. En tout cas, au Mali, on a les mêmes institutions, mais là, je suis vraiment touchée. L'épouse du président de la République a visité également le marché des femmes. C'est un centre commercial construit il y a plus de 15 ans par l'Union mauritanienne des femmes entrepreneurs et commerçantes. Le marché abrite 2 niveaux de 240 boutiques individuelles, en plus d'un supermarché, un restaurant, un café-thé, un salon de coiffure, un salon de beauté, un cabinet médical, une pharmacie et une salle d'exposition. Sa réalisation a coûté 2,180 milliards de francs CFA. La première dame, visiblement impressionnée par une telle prouesse, a vivement salué le courage et la détermination des membres de l'UMAFEC avant de signer le livre d'or. Bravo à vous toutes qui êtes là. Je crois qu'il faut se donner la main. Dès que quelqu'un réussit, on pense que c'est l'État qui est derrière. Et c'est bien de ce que vous avez fait. Vous avez maintenant même un autre créneau pour sensibiliser vos membres, mais toutes les femmes mauritaniennes, pour dire que en se donnant la main, on peut faire pas mal de choses. La première dame s'est rendue aussi à la tapisserie mauritanienne de tissage créée en 1962. Dans ce centre, la confection des tapis se fait de façon traditionnelle et artisanale, uniquement par des femmes qui viennent essentiellement de l'intérieur du pays. Voilà, nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré, Demba Wan et Ibrahima Koulibaly nous disent que c'est la première fois que le marché que vient de visiter Madame Keïta Aminata Maïga, c'est la première fois qu'une épouse de chef d'État visite ce marché. L'actualité aussi, demain, le Mali célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La semaine de célébration est consacrée à des prières, récitals et zikrs. Cette année, le thème retenu est réconciliation nationale, paix retrouvée et le pardon entre les frères maliens. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte nous livre son message recueilli par Inaba. Très chers frères et sœurs croyants, dès ce soir, nous entamons la semaine de célébration de la venue au monde du sceau des prophètes, Mohammed Rasoulillah, paix sur lui. De ce mardi, jour anniversaire de sa naissance, au lundi, jour de son baptême, anniversaire, nous vivrons une semaine de joie, mais surtout de spiritualité intense, en reconnaissance à Allah, l'Éternel, pour avoir fait de nous le peuple de la religion achevé.
œuvrons, frères et sœurs croyants, pour mériter de Mohammed Rasulillah, l'annonciateur de la religion du juste milieu. Lui qui priait avec les chrétiens et les juifs, qui enseigna et pratiqua la générosité et l'humilité, Mohammed qui sanctionna la corruption. En cet nom béni, mes frères et sœurs de la dernière des religions révélées, prions le miséricordieux dans nos mosquées, zawiyas et autres places publiques pour un Mali de paix et de fraternité. Le président de la République et son gouvernement placent ce Mawlud 2014 sous les signes de la réconciliation nationale, de la paix retrouvée et du pardon entre fils et filles du pays. Vivons nos religions dans le respect réciproque. C'est cela la volonté des autorités nationales. Entonnons donc nos cassides, zikrs, récitals, poèmes pour louanger notre prophète et faire des bénédictions pour notre pays. Autant de raisons pour nous de te chanter, prophète de l'humilité, de maintenir l'incandescente flamme de ton message pour nous rappeler la gratitude du Seigneur. Mawlud, c'est donc demain, mais déjà ce soir à travers tout le pays, des cérémonies de prêche et de prière sont organisées. Encore une fois, à quel sens donner à l'événement? Notre équipe de reportage dirigée par Moussa Fane a sillonné quelques endroits de Bamako pour nous. La célébration du Mawlud est une occasion pour les fidèles musulmans d'invoquer Allah, notre Créateur, et de rendre un vibrant hommage à son prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le Mawlud, c'est un mot arabe qui signifie la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que nous faisons pendant la fête du Mawlud, qui n'est pas une innovation? On lit le Coran, on récite les éloges du prophète alayhi salatu wa sallam. Qu'est-ce qui est interdit dans ça? Dieu dit que wa zakiruhum bi ayamillah, rappelez-les des grands jours du Dieu. Bon, selon eux, il n'y a pas un événement historique qui est plus grand que la naissance du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, pas par règle, mais par principe, ils célèbrent, comment dirais-je, le Mawlud. Bon, selon Sunna aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam observait le jeûne chaque lundi. On lui a demandé pourquoi vous faites cela. Bon, il dit que vraiment parce que lui, il est né un lundi. Donc, selon ces deux principes-là, dans le Coran et dans les Sunna, les musulmans célèbrent le Mawlud. Des millions de fidèles du monde célèbrent l'événement à travers prêche et lecture du Coran. On doit célébrer Mawlud par la joie. Lecture du Saint-Coran, les prières, les bénédictions, pour l'humanité, pour notre pays et pour nos familles. Selon nos interlocuteurs, les communautés musulmanes fêtent le Mawlud depuis plus d'un millénaire. Pourquoi il est surprenant aujourd'hui d'entendre une minorité qui s'oppose à ça? Le Mawlud est fêté à travers le monde, y compris en Arabie Saoudite. Le Mali a connu l'islam à travers les pays maghrébins, Algérie, Maroc et Tunisie. Et ils célèbrent le Mawlud il y a plus de 1000 ans. Depuis les temps des Fatimistes. Dieu n'a donné un cadeau qui est plus meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa naissance doit être célébrée de la belle manière. En dépit de son caractère symbolique, le Mawlud consolide la pratique de l'islam et crée l'esprit de solidarité entre les musulmans. Cet anniversaire est aussi l'occasion pour les fidèles de se rappeler les qualités du prophète, notamment ses discours sur la paix, la justice, la tolérance et la bienfaisance. Cette célébration donc du Mawlud 2014 va s'étendre sur toute une semaine et le coup d'envoi a été donné à la grande mosquée de Bamako par le ministre en charge des affaires religieuses et du culte. Nous revenons sur ce thème qui est fêtons notre Mawlud dans la paix, nous dit Nouhoum Sissoko. Ce lancement des activités du Mawlud 2014 a été placé sous l'égide du ministère en charge des affaires religieuses et du culte. Il s'agit pour le gouvernement de redonner à la célébration de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, toute la place qui lui revient. Aujourd'hui, au regard de l'actualité du contexte, notamment du cas spécifique du Mali, je pense qu'il est important de faire revivre cette flamme, qui est d'ailleurs incandescente, qui ne meurt pas, mais de la raviver au niveau de
de la foi, afin que nous disions que le prophète doit être un exemple pour le croyant dans tout ce qui est de la tolérance, du respect du droit à la différence, dans tout ce qui est de l'amour des uns envers les autres. Et le ministre d'inviter la communauté musulmane à véhiculer des messages sur des vertus sociales et morales à l'occasion de ce Mawlud. Pour prêcher aux uns aux autres, je reviens sur cette volonté du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, d'entendre sur tous les points, en tous les lieux publics, dans les mosquées, les zawiyas, la paix pour le Mali, la paix entre les Maliens, le pardon et notamment, je l'ai dit, le respect du bien public, le respect de la chose publique. Les leaders et les responsables religieux ont salué ce geste des plus hautes autorités. Des prières en faveur d'un Mali de paix, de prospérité et de réconciliation entre tous ses fils ont mis fin à la cérémonie. L'actualité sur un tout autre plan, le ministre de l'Éducation nationale était face aux partenaires de l'éducation. Les échanges ont porté entre autres sur l'engagement des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs assignés au secteur de l'éducation. La cérémonie a été aussi l'occasion pour les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers, les promoteurs d'écoles privées et l'association des élèves étudiants du Mali de présenter leurs vœux de nouvel an au chef du département. C'était en présence de notre reporter Nando Dambélé. Au-delà du rituel, cette rencontre constitue un temps fort de la vie du département de l'éducation nationale. Elle a permis à chacun des acteurs de s'interroger sur sa contribution passée, actuelle et future à la réalisation de sa mission pour le Mali. Le monde enseignant qui continue de souffrir a consenti d'énormes sacrifices en apportant sa contribution dans la gestion et dans la résolution de la crise que notre pays a connue. L'occasion a été opportune pour les promoteurs d'écoles privées, tous cycles confondus, de faire leur mea culpa et d'interpeller le département sur la problématique des écoles privées au Mali. qu'il ne sera plus possible à n'importe quel citoyen de s'iriger à une école promoteur privée simplement parce qu'il dispose de quelques capitaux. Faisant une rétrospective de l'année écoulée, les partenaires techniques et financiers réitèrent leur soutien au département. Nous voudrions insister sur un ensemble d'éléments, Madame le Ministre, à savoir la participation des uns et des autres à tous les niveaux, depuis la famille, depuis les communautés, depuis les représentants des structures déconcentrées et décentralisées, jusqu'au niveau central. S'adressant aux uns et aux autres, Madame le ministre de l'Éducation nationale a rappelé que tous doivent œuvrer pour faire de l'école malienne une école performante à tout point de vue. Le projet qui nous réunit, nous, membres du secrétariat général, membres du cabinet, membres des directions nationales et des services rattachés, nous, enseignants, élèves et parents d'élèves, nous, partenaires de l'école, c'est cette mission commune au service du Mali, faire de l'école malienne une école performante à tout point de vue. La cérémonie a été mise à profit par les uns et les autres pour présenter les vœux du nouvel an. Restons avec l'école. Aboubacar Kamara dit Cobra succède à Sékou Diallo à la tête de l'association des élèves étudiants du Mali. Il a été élu à l'issue du 21e congrès ordinaire tenu les 11 et 12 janvier dernier. Fademba Keïta. Au centre de ces 2 jours d'assises, la présentation du bilan de l'année académique 2012-2013, le séminaire de formation sur le thème La culture de l'excellence dans le milieu universitaire et le renouvellement du bureau de l'association des élèves étudiants du Mali. Nous allons nous comprendre pour que l'avenir de notre association et l'avenir de l'école malienne en sortent grandi et en sortent mieux protégés et que nos actions futures servent réellement à développer l'école malienne. Le 18e secrétaire général de l'AEM place son mandat sous le signe de la culture de l'excellence et du respect de la non-violence dans le milieu scolaire. La volonté de dialogue n'est nullement une faiblesse.
et la capacité de régler les problèmes de l'école par des méthodes autres que la violence doivent être renforcées par la formation et les remplacements continus dans nos capacités en tant qu'association. Les deux ministres en charge de l'éducation rappellent aux élèves et étudiants qu'une formation de qualité ne peut se tenir que dans un cadre scolaire stable où règne l'ordre et la discipline. Les infrastructures, les outils pédagogiques ou académiques ne peuvent servir que lorsque chacun et tous participent à leur entretien, à leur protection. Nous serons très attentifs et nous vous donnons la promesse de faire tout ce qui est en notre possible pour aller dans le sens de conforter vos intérêts. Votre intérêt d'apprendre, votre intérêt de savoir, votre intérêt d'apprendre à devenir des citoyens de ce pays qui en a besoin. Les congressistes ont formulé d'importantes recommandations qui sont entre autres la lutte contre la violence dans les milieux scolaires, l'amélioration des conditions d'études et de travail des élèves et du personnel d'encadrement. Le ministre de la Sécurité et celui en charge de l'urbanisme et de la politique de la ville ont rencontré les responsables, c'était ce matin donc, les responsables des transporteurs et la société civile. C'était à la faveur d'une réunion interministérielle sur l'insécurité et la fluidité à Bamako. Les différents acteurs ont fait le diagnostic sans complaisance de la situation avant de proposer des pistes de solutions pour résorber le problème. Par exemple, selon les statistiques du ministère, en 2011, il a été enregistré plus de 11 000 victimes d'accidents de la circulation. Le district de Bamako arrive en tête avec 72%. Parmi les causes évoquées par les uns et les autres, la méconnaissance du code de la route par la plupart des usagers, l'inadaptation, je vais y arriver, des infrastructures routières, l'état désastreux des véhicules, le non-respect des visites techniques et la multiplication des auto-écoles dont la plupart, selon eux, ne sont pas en règle. Et les ministres ont vite fait de prendre la décision de faire respecter strictement les textes en la matière. Le nouveau directeur général de la gendarmerie s'appelle colonel Modi Berete. Il remplace le colonel-major Djamou Keïta. La cérémonie de passation de commandement a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, Garibou Pérou. C'est lui, Modi Berete, le directeur général de la gendarmerie, issu de l'école de Saint-Cyr en France et après une dizaine d'années de service aux Nations Unies. Le colonel Berete reçoit du général Mahaman Touré, chef d'état-major des armées, les drapeaux de commandement. Comme l'exigent les règlements militaires, le général Touré lit la formule consacrée de passation de commandement. Au nom du président de la République, vous reconnaissez désormais comme directeur général de la gendarmerie nationale le colonel Modi Berete ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service. L'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Mali. Face aux défis du moment, les instructions des autorités maliennes sont claires. Il s'agit de redresser l'armée afin qu'elle puisse intervenir partout où la liberté et la dignité des hommes semblent menacées. Il faut donc pour le nouveau directeur général de la gendarmerie aller vite, même très vite, pour accomplir ses missions. Ce sera une gendarmerie professionnelle ou professionnalisée qui pourra en fait aider à stabiliser en réalité nos campagnes, les zones périurbaines, et puis à mener des investigations dans le cadre de la lutte qui est lancée. C'est une mission qui s'adapte au contexte, c'est-à-dire travailler à faire de la gendarmerie la première force, pratiquement, et surtout faire en sorte que les ressources humaines qui sont déjà qui sont sur les rangs et celles qui sont appelées à l'aide puissent être formées, employées, commandées sur la base des valeurs qui les préparent à être une gendarmerie républicaine. Un défilé militaire a mis fin à cette cérémonie de passation de commandement. Le Saint-Cyrien Modi Berete va aussitôt s'attacher à l'observation des lois et le succès de ces hommes qui sont les différentes attentes du peuple malien.
Un an, on se rappelle encore de l'attaque de Konna. La ville se vidait sous les déluges de feu des djihadistes. Le moral de tout un peuple sapé, c'était le sauve-qui-peut. Cette situation a perturbé le quotidien de toutes les villes du Mali, de Kay à Kidal. Les citoyens ce soir s'expriment ici sur ces moments difficiles vécus. Mariam Sagara. De Konna à Djabali en passant par Sofara, Ti, Douanzan et toutes les localités contenant le dispositif de combat, la reconquête a demandé une réorganisation profonde. Pendant ce moment, le choc au sein de la population était visible. Moi, je suis de Timeto. Timeto, c'est à 3 km de Konna. J'appelle à chaque instant. Ils entendaient les balles siffler. L'armée s'est battue pendant 48 heures sans relève, avec des moyens à bord. J'ai compris que l'armée pouvait mieux faire s'il y avait des ressources humaines et matérielles suffisantes. Quand nous voyons que la bataille était d'abord à Kidal, de Kidal à Gao et de Gao progressivement vers le sud, donc on était vraiment angoissés. Bon, mais qu'à cela nous tienne, et on doit vraiment dire que nos vaillants soldats ont fait ce qu'ils pouvaient, parce que dans tous les cas, il faut se dire qu'ils ont résisté. Sinon, ces djihadistes ou sinon ces bandits armés seraient de très tôt quand même arrivés au sud. Mais Dieu merci, comme il y a eu des ripostes, il y a eu des résistances, bon, bien qu'on était angoissés, mais quand même, on a pu tous résister. Avec cette angoisse, cette frustration, les Maliens désabusés par ce phénomène se prononcent sur leurs forces. Ça a été un choc, surtout qu'on croyait vraiment que nos forces armées allaient vraiment se défendre au niveau de Konna. Mais c'était aussi indispensable parce que les islamistes, ils n'avaient pas le choix. Donc, soit ils étaient obligés de foncer sur Konna ou bien les militaires allaient, en tout cas, les militaires allaient soit se défendre ou bien repartir vers la ville de Gao où ils étaient là-bas. Les Maliens meurtris dans leur âme restent en veille pour suivre l'évolution de l'opération Serval et la progression de leur armée. L'opération Serval, c'est le 11 dans la soirée. Et tout ça, les gens, étant à Bamako ici, on ne comprenait pas ce qui s'est passé là-bas. Donc tout le monde, moi je n'ai pas fermé les yeux en tant que journaliste parce qu'il y a des informations qui passaient sur les chaînes de télévision et on a veillé. Mais à partir d'une certaine ère avancée de la nuit, on a appris que des militaires français ont frappé l'ennemi en Konna. À ce moment, le lendemain, et tout le monde s'est réveillé avec la bonne information comme quoi les Français ont repoussé les djihadistes là où ils étaient venus. Le Mali, il faut le dire, n'avait jamais vécu une telle situation. Je vous dis honnêtement, l'intervention française est venue à point nommé et ça nous a tous reconfortés parce que imaginez-vous comment était déjà l'état d'âme des Bamakois ou de tous les Maliens devant de telles situations qu'on n'en avait jamais vécu et on ne s'y attendait pas du tout. Donc c'était à la surprise de tous les Maliens que les djihadistes progressaient. Et vraiment de façon très rassurante. Et donc je vous dis que quand l'intervention française est venue, nous avons tous été satisfaits et comblés. La force militaire de l'armée française est vraiment tombée à pic parce que nos forces armées n'avaient pas du tout les moyens de faire face à tous ces groupes qui avaient décidé de foncer sur le checkpoint au niveau de Konna. Le conseil municipal de Gao et le club des amis du lieutenant Damien Boiteux, besoin peut-être de vous rappeler qui c'est Damien Boiteux. Damien Boiteux a été le premier soldat français tombé sur le champ de l'honneur. Et ces deux associations viennent donc de rendre hommage à cet illustre disparu. Et ce sont les berges du fleuve Niger qui ont servi de cadre à cette cérémonie émaillée de discours et de prières pour le repos de l'âme du défunt. Aïssata Salihou Maïga depuis Gao. Cette cérémonie rend hommage à Damien Boiteux, premier soldat français tombé sur les champs de l'honneur dans la reconquête des zones occupées par les groupes armés au Mali. Le club des amis qui porte le nom de ce brave homme et le conseil municipal de Gao veulent ainsi immortaliser cet ancien chef de bataillon du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales françaises. Le lieutenant Damien Boiteux s'est sacrifié
pour libérer tout un peuple. Cet hommage dédié en son honneur a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la cité des Askia. Selon les autorités régionales, la perte de Damien Boiteux est une page sombre qui a affligé tout un peuple. Mais à voir de plus près, elle a déclenché le vent de la liberté. Le sang versé par le lieutenant a incarné cette libération, a incarné cette délivrance d'un peuple complètement déconcerté et qui, par la grâce du bon Dieu, par la France et tous les partenaires qui sont ici présents aujourd'hui, nous ont ramené le vent de la liberté. Le maire de la commune urbaine de Gao n'en dit pas moins. Le 11 janvier fut une journée de libération pour nous. Donc ça restera dans nos mémoires. Cette nouvelle page qui s'affiche restera historique pour la France et le Mali. C'est une nouvelle page de l'histoire commune qui s'écrit entre le Mali et la France. Pour moi, cette aide apportée par la France au Mali n'est qu'un juste retour. Cette commémoration a été mise à profit pour rendre hommage à tous les autres soldats tombés sur les champs de l'honneur. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés à la force Serval. Après un an donc, la vie se reconstitue de petit à petit dans les régions du Nord avec 20 millions de francs CFA d'investissement pour la rénovation des bâtiments. La Banque de l'Habitat du Mali signe son retour à Tombouctou. La BHM, avec ce retour, entend contribuer à la reconstruction de la ville des 333 100. Yéya Tandina. Ils étaient nombreux à attendre ce jour. La réouverture de l'agence de la Banque malienne de l'habitat de Tombouctou. Ce retour a été beaucoup apprécié par les clients. On a souffert durant 12 mois d'occupation. Vraiment, je suis très content que la banque réouvre ses portes. C'est à la faveur d'une cérémonie qui a rassemblé les autorités régionales et clients que les responsables de la Banque de l'habitat du Mali ont annoncé la reprise de leurs activités à Tombouctou, malgré les pertes enregistrées pendant l'occupation. Nous avons enregistré des dégâts, des pertes d'équipement qu'on a pu évaluer à une trentaine de millions environ. Et nous avons dû engager pour près de 20 millions encore, soit pour la réhabilitation des locaux, le remplacement des équipements qui ont été enlevés. Au-delà de ce coût financier, c'est certainement la perturbation du service à la clientèle, n'est-ce pas, qui nous préoccupait davantage. La Banque de l'habitat du Mali, c'était le dernier maillon qui manquait à la chaîne de la réouverture des banques de la ville de Tombouctou. Et c'est avec un grand plaisir, non sans humilité bien sûr, que nous vous accueillons et disponibles à vous accompagner. Une visite des locaux a permis aux invités de constater le retour effectif du personnel, mais aussi la réhabilitation du local avec toutes les commodités. Le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé a tenu une conférence de presse. L'objectif de cette rencontre était d'informer les journalistes de l'introduction d'un nouveau vaccin contre les diarrhées sévères déshydratantes chez les enfants. Rachel Tessougué. L'introduction du vaccin anti-rotavirus dans le programme élargi de vaccination du Mali, prévu pour le 14 janvier 2014, est au cœur de cette conférence de presse. D'un coût total de plus de 700 millions de francs CFA, ce programme s'étendra sur 3 ans et couvrira l'ensemble du territoire. Seulement à Bamako, plus de 23 000 enfants seront vaccinés contre le rotavirus en 2014. Nous avons prévu d'introduire, pour des raisons logistiques, de commencer par Bamako qui enregistre le maximum de cas de diarrhée. Donc, vu la promiscuité dans certains quartiers, c'est ce qui nous a motivés à retenir Bamako d'abord, cette année 2014. Et 2015, ça va être les capitales régionales. Et 2016, ça va être vraiment tout le Mali et l'ensemble des districts sanitaires. La diarrhée à rotavirus est responsable de plus de la moitié des hospitalisations des diarrhées sévères de l'enfant. La vaccination reste le seul moyen de prévention de cette maladie. Ce vaccin permet de prévenir l'une des maladies diarrhéiques les plus mortelles, ça cause plus d'hospitalisation et ça joue plus dans le panier du ménage et ça entraîne aussi beaucoup plus de décès. Donc trouver un moyen pour prévenir ce vaccin, étant donné d'ailleurs que le seul moyen qui existe pour le moment c'est la prévention. Le rotavirus cause une diarrhée grave et de la fièvre, conduisant à une déshydratation rapide.
Sans vaccin, presque tous les enfants du monde souffriront d'au moins une infection avant d'atteindre l'âge de 3 ans. Pour vous, lu, écouté et retenu, c'est le titre d'un livre qui vient d'être lancé à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. L'auteur de ce livre a voulu mettre à la disposition des enfants sa connaissance, ou du moins des enfants du Mali, les informations relatives à la vie de leur quartier, leur commune et leur ville. Notre reporter Mamourou Sidibé a assisté au lancement de ce livre. À travers ce livre, Elhadji Birama Traoré a voulu faire savoir aux lecteurs l'historique des quartiers de la commune 4 du district de Bamako. Moi, je souhaiterais que partout où cela est possible, que nos communes, nos autorités fassent en sorte que nos aînés, qui sont nombreux à avoir des archives importantes, à avoir une documentation importante, qu'on puisse les aider à codifier et à formaliser leurs souvenirs. Elhadji Birama Traoré est un grand archiviste qui écrit beaucoup. C'est pourquoi, dans les 5 chapitres du livre, le lecteur découvrira, entre autres, l'histoire et l'évolution de la Fiabougou, la chronologie de la création des quartiers de la commune 4 du district de Bamako, l'histoire du Marigot Ouéouéanko. Il y a également dans ce livre le portrait des hommes comme Gabriel Touré, Mardia Niaré, Mamadou Konaté, Modibo Keïta. Quelquefois, il a lu, il a pris des informations ailleurs qu'il a mis à la disposition d'autres. Quelquefois, il a collecté l'information et quelquefois il a écouté pour les autres. Et comme on l'a dit, nous sommes dans un pays avec une grande culture orale et pour cette culture orale, quelquefois, on ne trouve pas à lire, il faut d'abord écouter. Une telle œuvre est un trésor, dira Moussa Mara. C'est pourquoi il a souhaité que l'histoire de nos villes et communes soit archivée afin que la mort de nos anciens ne soit plus une bibliothèque qui brûle. Sport au football, au lendemain de leur victoire contre le Nigeria, les Aigles du Mali ont repris les entraînements afin de préparer au mieux le match contre l'Afrique du Sud, match qui se déroulera mercredi prochain. Les titulaires ont effectué une séance légère, nous dit Isaac Tchenou. L'équipe du Mali, après sa victoire lors de sa première sortie, a repris du service. L'objectif est de mieux préparer la prochaine sortie prévue ce mercredi contre l'Afrique du Sud, pays hôte. Pour ce premier entraînement, le groupe qui a évolué contre le Nigeria a eu un programme spécial. L'autre partie continue le travail du fond afin d'arracher dès mercredi la qualification. Pour Djibril Dramé, entraîneur des Aigles, la victoire contre le Nigeria est à oublier. Nous avons fait une bonne entame dans la compétition. Cela ne doit pas nous remonter. Tout de suite, je viens de rencontrer le groupe après la fin de cette séance d'entraînement. Ce fameux match appartient maintenant au passé. Nous devons regarder l'avenir en face. Et cet avenir, c'est très proche. C'est ce mercredi contre l'équipe sud-africaine. D'abord, c'est un match qui s'annonce dur. Dur pourquoi? Parce que c'est le pays organisateur. Dur pourquoi? Parce qu'il y a le public qui est là pour soutenir ces pays. Et il ne faut pas oublier aussi l'aspect arbitrage souvent qui pèse aussi. Donc je dis, nous devons rester concentrés. Pour l'instant, l'ambiance est bonne au sein du groupe. Aucun joueur n'est à l'infirmerie. Mali, Afrique du Sud, c'est ce mercredi à 15h heure de Bamako, soit 17h heure locale. Aujourd'hui, vous avez suivi le match sur notre antenne. Dans le groupe C, le Ghana a battu le Congo-Brazzaville par le minimum d'un but à 0. Juste après en seconde heure, la Libye a dominé l'Éthiopie 2-0. À présent, nous ouvrons la page chronique santé de ce journal. Ce soir, nous parlons de ce que on appelle l'anémie nutritionnelle, un état pathologique dû à un défaut d'apport de certains éléments constituant les globules rouges. Mais le manque de fer est l'insuffisance la plus évoquée dans notre pays où environ 80% des enfants de 0 à 5 ans ont des problèmes d'anémie nutritionnelle. Focus Santé, une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. En médecine, on parle d'anémie quand le taux sanguin d'hémoglobine est bas. Le taux bas de cette substance qui permet de transporter l'oxygène dans le sang est causé par un manque de fer dans 90% des cas et fait partie des causes du manque de sang chez l'individu. Mais il y a principalement 3 causes à l'anémie. Première cause d'anémie qu'on doit craindre,
c'est vraiment un défaut de fabrication même du globule rouge au sein de la moelle osseuse. Et la seconde, ce serait un saignement, une hémorragie quelconque. Et la troisième cause, c'est une hémolyse, c'est-à-dire une destruction du globule rouge déjà formé. Quand même, souvent, il y a une association possible entre les causes chez un même individu. Quand une anémie est liée à un besoin nutritionnel non satisfait, on parle d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'un état pathologique lié à l'absence d'éléments constituant les globules rouges comme le zinc, le fer, la vitamine B12, l'acide folique. Les manifestations chez l'enfant peuvent être la pâleur qu'on va sentir, mais surtout il faudrait noter une asthénie, un enfant qui est très fatigué, qui a un rendement scolaire qui n'est pas bon, qui a un défaut de croissance, c'est-à-dire une cassure de la courbe pondérale qui ne grossit pas de façon convenable. Cet enfant peut aussi avoir des troubles comportementaux, notamment des troubles de comportement alimentaire. C'est des enfants qui vont se mettre à manger les chiffons, à manger des bouts de papier, à manger du ciment ou à vouloir racler des peintures des maisons pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires, entre guillemets, qui n'est pas en fait un besoin alimentaire qui traduit une carence. Donc, en ce moment, c'est des enfants qui vont être souvent sujets aussi à des infections. Quand il y a une anémie nutritionnelle, il peut y avoir une sensibilité élevée à développer certaines infections. Et ces infections, quand elles ne sont pas prises en charge, ça peut amener d'autres problèmes. L'anémie qui peut avoir des causes infectieuses affecte tous les groupes de la population, mais c'est chez les enfants qu'elle inquiète le plus, surtout quand elle est aggravée par l'association des causes infectieuses et nutritionnelles. Au Mali, environ 80% des enfants de moins de 5 ans ont une anémie nutritionnelle selon la dernière enquête démographique et de santé datant de 2006. Il faut aussi faire part à l'enfant des aliments qui sont riches en fer, notamment dans notre situation, on peut citer le soumala. Donc c'est un aliment qui est très riche en fer. Et il y a aussi la viande rouge qui peut être conseillée à un certain âge, notamment les abats qui sont riches en fer, et aussi le haricot qui est aussi un aliment qui est riche en fer, qui est abordable dans notre situation. Il faut surtout mettre le mot sur l'alimentation de l'enfant, mais surtout sur la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas à un régime monotone. Il ne faut pas que ce soit seulement de la farine, de bouillie qu'on lui donne, mais il faudrait aussi apporter des aliments riches en fer, que ce soit des aliments riches en fer d'origine animale. Donc c'est la viande et tout ce qui s'ensuit, le foie des animaux par exemple, mais aussi les aliments d'origine végétale qui sont aussi riches en fer. En plus des différentes causes de la malnutrition, la période de diversification de l'alimentation du bébé après les 6 mois de l'allaitement exclusif au sein de la maman peut être une période de descente dans l'anémie nutritionnelle. Quand les mamans se plaignent en disant « elle n'accepte rien », bon, elle n'accepte rien, mais il faut chaque fois donner la même chose en répétant. L'enfant finira par accepter, mais aussi en changeant la manière de faire et surtout, souvent ne pas oublier de commencer à goûter ces aliments avant de présenter aux enfants, parce que les enfants, c'est aussi des adultes en miniature, ils savent observer. Donc, quand vous préparez de la soupe, ou quand vous préparez de la bouillie ou n'importe quel aliment à donner à un enfant, il faut avoir aussi la latitude de goûter devant lui pour qu'il voit comment on doit faire et puis voilà, il finira par accepter. L'anémie nutritionnelle en tant que telle n'est pas une cause de consultation dans les grands centres hospitaliers du Mali. Ce sont plutôt ses conséquences qui le sont, comme l'hypersensibilité de l'enfant aux infections. Un paludisme ou une infection respiratoire sur fond d'anémie est plus grave. Si c'est au médecin de diagnostiquer une anémie nutritionnelle, c'est à la famille d'adopter les conditions alimentaires adaptées à l'âge de l'enfant et qui satisfont tous ses besoins.
c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 13h, Amadou Sangaré, et 20h, je me ferai le plaisir d'être là pour la grande édition. Bonne fête de Maouloud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de guider nos pas. Au revoir, excellente nuit à tous. Au revoir.